Bonjour et bienvenue dans le neuvième épisode du podcast En lien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir brièvement sur le huitième épisode parce qu'il a énormément résonné chez vous. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de commentaires en MP et actuellement je pense que c'est l'épisode qui a été le plus écouté et regardé sur YouTube. C'était un épisode sur, mes déboires avec la parentalité positive et vous avez été, hyper nombreux à vous reconnaître dans ce que j'évoquais. Avoir envie de faire différemment avec ses enfants et de se sentir piégé par ces automatismes, pas réussir à, faire le pas de côté, dont je parle régulièrement. Donc je suis très contente que ça ait résonné. Et le sujet de ce neuvième épisode, il me vient d'une phrase que j'entends énormément chez les parents que j'accompagne. Cette phrase, c'est: «Parfois je préfère quand mon mari n'est pas là parce que quand il est là, c'est encore pire». Et franchement, je me suis revue dans tellement de situations quand je tenais la baraque depuis 18 heures et qu'il arrivait comme un cheveu sur la soupe. Je pense que vous pouvez visualiser parfaitement la scène. Un parent au bout de sa vie qui ne rêve que d'une chose, c'est que tous les enfants soient couchés pour enfin poser ses fesses sur le canapé. Et l'autre parent qui arrive avec l'énergie contraire, qui a envie de retrouver ses enfants, de profiter d'eux, de jouer. Et là, badaboum, inévitablement, ça explose. Donc aujourd'hui, on va parler de ce fameux tunnel du soir. Pourquoi ça part en vrille dès que le conjoint est là et comment faire autrement? Le premier point que je vais aborder, c'est ce qui se passe vraiment le soir et que personne ne dit. Le soir, il y a un truc très simple qui s'appelle le choc des énergies. Il y a le parent qui gère depuis des heures, qui connaît parfaitement la météo émotionnelle de chacun de ses enfants. Il sait exactement à quel moment l'un va râler, celui qui est au bord de la rupture parce qu'il est épuisé, celui qui a très faim et qui a besoin de passer à table rapidement. Et il sait aussi le timing à tenir presque à la minute près avant que ça ne bascule complètement et que tout le monde soit si fatigué que ça tourne inévitablement aux cris et aux hurlements. Et il y a l'autre parent, celui qui a eu l'habitude qu'on gère sans lui. Alors, au départ, c'est pas par mauvaise volonté. Ça, ce sont des schémas qui se mettent ensemble de manière un peu, j'ai envie de dire, insidieuse dans la famille et qui font que finalement, bien, le deuxième parent, souvent, est complètement déconnecté de ce qui peut se passer dans son foyer quand il est pas là. Il arrive, il a vraiment envie d'aider, mais il ne sait pas où sont les pyjamas, il ne sait pas ce que les enfants doivent manger, il ne sait pas quel enfant est au bord de la rupture et a juste besoin qu'on lui foute la paix parce qu'il en peut plus. Et donc forcément, il va poser des questions. Je fais quoi? On en est où? Où est le pyjama? Où je mets les chaussettes? Qu'est-ce qu'il mange ce soir? Et toi, tu dois mentaliser pour lui, tu dois encore penser pour quelqu'un d'autre et là, ça t'achève. Il y a aussi un autre type de scénario possible, mais qui peut se mélanger avec le premier. Le parent qui arrive le soir, donc toi, tu tiens la baraque depuis 18 heures, 17 heures, même des fois plus tôt, et qui a envie de décompresser, de jouer, de rigoler. Au moment où toi, tu n'as qu'une envie, que tout le monde enfile son pyjama, qu'on lise une histoire et qu'on passe à l'étape dodo pour que tu puisses enfin poser tes fesses sur ce canapé. D'ailleurs, est-ce que tu poses souvent tes fesses sur le canapé? Et l'autre va relancer l'énergie, etc. Donc, c'est pas par méchanceté, mais ça a tendance à t'agacer parce que toi, tu n'en peux plus et tu te sens pas considéré dans ton besoin en fait de te reposer. Alors, évidemment que dans ces conditions, les enfants captent en 2 secondes le décalage d'énergie entre vous et du coup, ça va créer une incohérence totale dans le système familial. Ils ne font absolument pas exprès, ce n'est pas de la manipulation, c'est leur système nerveux qui est en alerte, qui ressent quelque chose d'incohérent et donc ils vont réagir à ce qu'ils ressentent. Le deuxième point que j'ai envie de creuser, ce sont les automatismes, l'attachement et les petites blessures qui se rejouent. Le soir, ce n'est pas seulement une question de routine, une question de logistique, c'est aussi une question d'attachement, d'état interne et de vie de couple. Je vais être très honnête, quand je suis épuisée, et c'est pareil pour vous, je deviens rigide. La fatigue rigidifie. Je veux que ça file droit, je veux que ça aille vite. C'est pas vraiment du perfectionnisme, en fait, ça vient vraiment toucher à nos insécurités. On a l'impression que s'il y a quelque chose qui déraille, on va pas tenir. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup en coaching parce que on va se rendre compte qu'à partir du moment où on a conscience que on devient rigide quand on est fatigué, il y a plein de petits ajustements qu'on va pouvoir mettre en place. Et je vous en parlerai un peu plus tard dans l'épisode. Donc c'est normal si vous sentez que le soir, quand vous êtes fatigué, vous devenez rigide. Le soir, votre seuil de tolérance peut être réduit à 0 à cause de cette fatigue latente, cette fatigue accumulée. Donc toi, tu es là avec ta fatigue
L'autre parent arrive sur, cette énergie-là, il sent que tu es tendu. Quand il pose une question et ben, il voit que tu souffles. Il joue avec les enfants, il voit que ça t'agace et il peut se dire lui intérieurement: «Moi j'essaye d'aider et en fait ça ne va jamais, quoi que je fasse, ce n'est jamais bien et j'ai l'impression de déranger». Et donc parfois la solution de facilité, ça va être de dire: «Bah écoute, je rentre plus tard parce que finalement à chaque fois que je suis là, ça ne fonctionne pas», ou d'être un peu dans une posture démissionnaire. Et ça va toucher à l'attachement, le sentiment de ne pas être reconnu, le sentiment de ne pas avoir sa place ou de ne servir à rien. Eh bien, notre système interne, nos automatismes qui vont ressortir, c'est être sur la défensive ou encore fuir, hein, comme j'ai dit juste avant. Et donc, ça fait monter la tension parce qu'on a un parent en réalité qui aurait besoin de soutien, besoin que l'autre parent soit impliqué, et un autre parent qui, à sa façon, essaie de s'impliquer et a le sentiment que ce n'est pas bien, qu'il ne fait pas comme il faut et donc va aussi se rigidifier, va aussi parfois se mettre en retrait et donc on n'arrive pas à se rejoindre et on reste piégé un peu dans ces automatismes. Ça, c'est quand même beaucoup hérité, de notre enfance, de ce qu'on a observé, dans le couple parental chez nos parents. Évidemment aussi, c'est très sociétal. On est dans une société où ce sont beaucoup les mères qui ont été disponibles pour la famille. Ça tend à changer. Les pères prennent de plus en plus leur place au sein de la famille et auprès de leurs enfants. Ils voient moins les choses comme aider la conjointe, ils voient plus les choses comme prendre leur part et c'est vraiment le bon terme, se dire qu'on prend sa part. On n'est pas juste l'aidant. Donc ce que ça va venir réactiver, c'est le rôle de chacun dans la famille et donc celui qui a eu l'habitude en fait de gérer tout seul, de tenir la baraque et qui va avoir du mal à supporter en fait qu'on vienne s'immiscer dans sa logistique, mais parce qu'aussi ça vient toucher à quelque chose de plus général qui est de l'ordre de l'énergie, qui est de l'ordre de la survie. Si on vient en fait stabiliser tout un système que j'ai mis en place, eh bien qu'est-ce qu'il en est de mes besoins? Est-ce que je vais réussir alors à survivre, c'est un gros mot, mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir, à si je ne peux pas me reposer quand j'en ai besoin, et cetera. Vous voyez, ça vient toucher aux besoins profonds et l'autre parent qui peut se sentir inutile, mis de côté et qui va adopter la solution de facilité de dire: «OK, de toute façon, c'est mieux sans moi. Ça n'arrange rien, personne ne se rejoint, aucun des besoins n'est reconnu de part et d'autre» et ça crée, de l'amertume, du ressentiment dans le couple qui, si on n'en prend pas conscience, peut vraiment devenir un poison. Alors là, je parle de la routine du soir, mais vous voyez, un petit peu ce qui se dessine, c'est applicable à toutes les situations, de la vie du couple parental. Parce que ce qui vient souvent faire basculer les couples et ce qui vient, déstabiliser les couples, c'est à partir du moment où on devient parent. Parfois, c'est, pas tant au premier enfant, mais à partir du deuxième enfant, il y a un gros déséquilibre qui se crée et on peut, se retrouver à, cohabiter, être en couple, mais être complètement déconnecté, de ses propres besoins, des besoins, de la famille et des besoins du conjoint. On est chacun activé dans nos, blessures, dans nos automatismes et on est un peu en mode survie chacun de son côté, en mode pilote automatique. Ça demande de s'asseoir à un moment donné, de dire: «OK, ça va pas, la façon dont on fonctionne, ça me convient pas et je pense que ça te convient pas non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment?» Et puis on en discute et on avance comme ça petit à petit. Ce qui me permet d'en venir au troisième point. Vous me connaissez, je ne vends pas de recettes magiques. Il n'y a pas de solution parfaite. En revanche, il y a des petits ajustements qu'on peut mettre en place et qui changent la donne. Déjà, une petite chose toute simple pour le parent qui tient la baraque depuis des heures, dire comment il se sent, dire où il en est émotionnellement. Ça peut être très simple comme: «Je suis à bout, je suis déjà épuisée et il reste beaucoup de choses à faire». Pas besoin de faire un brief de 20 minutes, juste dire comment on se sent pour que l'autre ait, le baromètre. Une autre idée à froid maintenant, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas en pleine situation, quand vous n'êtes pas en plein tunnel du soir, prendre un instant pour réfléchir avec, votre conjoint à un mot qui pourrait signifier: «Là, j'ai besoin qu'on soit une team, j'ai besoin qu'on soit 2». Ça peut être tout simplement: «J'ai besoin de relais». Voilà, le mot relais, il est très simple à comprendre, OK. Le partenaire arrive, bon, on le laisse arriver. Il y a un petit sas de décompression aussi à avoir quand on revient du travail ou voilà, d'une journée, en dehors, du foyer. J'en parle aussi beaucoup pour les enfants. Quand je vous dis les enfants en sortant de l'école, en sortant de la crèche ou chez la nounou, ils ont besoin d'un sas de décompression pour pouvoir décharger. C'est exactement pareil pour nous les adultes. Quand
on rentre, quand on se remet dans, la posture de papa, maman, le qu'on a été toute la journée, dans une autre posture et on a besoin de ce petit sas de décompression. C'est quelque chose que vous pouvez instaurer dans la famille. J'arrive, j'ai besoin de 5 minutes pour souffler. Ces 5 minutes, vous les, organiser comme vous voulez. Ça peut être très simple, un petit rituel, on pose ses affaires, on boit un verre d'eau, on respire. Ça y est, là, je suis disposée, je suis disponible. Papa, maman est là pour vous et c'est ça aussi qu'on perd, souvent de vue, c'est que on va dans ce moment où on est avec nos enfants, dans cette espèce de tunnel du soir, avoir envie, de regarder un peu son téléphone, de reprendre un peu le travail, continuer à répondre à des appels téléphoniques de clients. C'est du vécu, heu, pour mon mari et pour moi aussi. Tant qu'ils sont petits, nos enfants, eh bien, ils sont quasiment complètement dépendants de nous pour tous leurs besoins. Vous allez voir que si on arrive à intégrer ça, ça va beaucoup mieux se passer. Donc pour en revenir au point que je trouve intéressant, c'est froid. Définir une phrase, un mot qui dit: «OK, là, une fois que tu as eu ton petit sas de décompression, j'ai besoin de relais. Viens, on se met en team. On réfléchit ensemble à comment faire pour que la soirée soit plus douce». Parce qu'au fond, c'est ça qu'on veut, hein, c'est passer des soirées plus douces avec nos enfants. On les a pas vus de la journée, on est nous-mêmes fatigués de notre journée de travail et puis on arrive là et on se dit: «Oh, ça va encore être le chaos, ça va encore être hyper compliqué». Moi, j'aimerais des soirées sereines, mais au final, on en veut à l'autre, l'autre nous en veut, on est fatigué. Enfin voilà, on a un peu nos émotions qui sont, sens dessus dessous et celles de nos enfants aussi et c'est ça, hein, qui crée un climat électrique chaotique. Chacun, en fait, est déjà au bord de la rupture et inévitablement, il va falloir décharger à un moment donné, sauf qu'on décharge souvent par les cris, en hurlant sur nos enfants. Eux, ils déchargent en faisant crise sur crise, en se chamaillant, en se disputant, parce qu'on n'a pas intégré que, heu, il y a besoin qu'on soit une team, il y a besoin qu'on se donne la main, en fait, quand on est parent et qu'on priorise, en fait, certaines choses pour que ce soit plus doux pour tout le monde. Il y a un troisième point que j'ai envie d'aborder parce qu'il est très, très important. Vous avez peut-être pu le constater pour le parent qui, tient la baraque depuis, plusieurs heures. Vous êtes le partenaire, vous arrivez et c'est déjà la rupture, voilà. Il y a déjà des hurlements, le parent est complètement emporté par sa colère, par sa rage. Ça a été compliqué pour lui et vous voyez que c'est hyper difficile et dans ces moments-là, ce qu'on peut avoir envie de faire, c'est pas de fuir et donc le parent qui est déjà dans cet état-là de dysrégulation émotionnelle va se sentir complètement abandonné et va redoubler de cris, de hurlements envers ses enfants parce que ça rajoute une couche de colère sur la colère. Soit d'entrer dans la même danse que lui et de dire: «C'est pas sympa ce que vous avez fait à papa ou à maman, vous êtes pas sympa, on passe notre temps à vous répéter et voyez ce que vous faites, regardez dans quel état est obligée de se mettre maman pour, que vous l'écoutiez» et cetera et ça, je vous le dis, c'est pas une très bonne idée, heu, parce que sur le coup, on peut se dire qu'on essaye d'être une team, c'est-à-dire les parents en force, en team pour, réguler les enfants, sauf qu'en fait, ça fait des clans, ça fait, les parents contre les enfants et ça ne règle rien. Au contraire, ça ne fait que monter la tension et l'enfant qui entend qu'il a blessé son parent, qu'il a été insupportable pour son parent, au départ, ça va le mettre en colère, mais surtout ce qu'il va ressentir au fond, c'est, c'est de la culpabilité, de la honte, il va se sentir mal et on n'agit pas, bien quand on ressent ce genre d'émotions. On est aussi dysrégulé et on peut rien attendre de très positif et en réalité, ce dont a besoin le parent qui en peut plus, c'est qu'on fasse baisser la tension et pour faire baisser la tension, surtout pas dire: «C'est bon, calme-toi, c'est pas grave» et cetera. Non, se connecter aux parents: «OK, là franchement, je vois que c'est hyper dur, je lui tiens la baraque et que c'est vraiment fatigué, je prends le relais». Ne vous mettez pas à crier sur vos enfants parce que on pense que ça va aider le parent qui est dans le rouge et en réalité, ça fait qu'augmenter la colère générale. Donc pareil, à froid, réfléchir à comment on peut se passer le relais quand il y a un des 2 parents qui est dans le rouge complet. Ça peut être juste mettre une main sur l'épaule: «OK, ça y est, je suis là, va te poser, je prends le relais» et ça, c'est un code que j'encourage tous les parents que j'accompagne en couple à mettre en place et même quand j'ai que l'un des 2 parents, je propose qu'ils discutent de ce code-là avec, leur partenaire. Il faut en parler à froid, hein, pas en pleine crise. C'est se dire: «Voilà, tu vois, quand je suis dans une colère terrible, quand je suis dans une colère disproportionnée, c'est que j'ai basculé. À ce moment-là, j'ai pas besoin que tu bascules avec moi. J'ai besoin que tu sois, toi, suffisamment régulé pour prendre le relais et que moi, je puisse aller évacuer, décharger en dehors des enfants, parce que dans ces moments-là, et on va la charger de manière disproportionnée et c'est là qu'on va avoir des gestes, des mots qu'on regrette avec nos enfants et qu'on va culpabiliser d'autant plus.
Donc cette décharge-là, elle est utile, mais en dehors de l'enfant et peut se faire par des pleurs, hein. On peut aller se mettre dans sa chambre et pleurer sa colère, se regarder dans le miroir et se dire: c'est dur ce que je vis, j'ai besoin que ça sorte, j'ai besoin que ça sorte» et là les larmes coulaient toutes seules. Ça peut être sortir prendre l'air et bien dire aux enfants, «Je pars, mais je vous abandonne pas, j'ai juste besoin de décharger toute ma rage et je veux pas le faire sur vous». Donc ça évidemment quand on est en pleine colère, parfois on n'a pas la capacité de le faire. Donc sortir prendre l'air, si vous le faites et que vous sentez que ça a vraiment déstabilisé vos enfants parce que, ils ont eu peur que vous les abandonniez, ils ont eu peur en fait que vous partiez parce que, ils ont eu des comportements inadaptés, donc ils vont se sentir coupables de votre départ et donc peut-être après ça peut engendrer des peurs de l'abandon. Donc à froid, si vous n'avez pas pu le dire à chaud, vous revenez sur la situation avec votre enfant et vous lui dites: «Quand je suis partie prendre l'air, c'était pas parce que je vais t'abandonner, je ne t'abandonnerai jamais, c'est juste parce que j'étais emporté par ma colère et qu'il fallait que ça sorte ailleurs que dans la maison. Pour décharger sa rage aussi, ça peut être faire des choses hyper machinales comme, plier du linge, boire un verre d'eau, passer le balai, passer l'aspirateur. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une émotion quand elle est là, elle a besoin d'être déchargée et si on la décharge pas, eh bien, elle va exploser de plus belle plus tard, hein. C'est à chaque fois, je vous redonne cette image, l'image de la cocotte minute, hein, quand l'eau bout à l'intérieur, vous voulez pas que ça éclabousse partout, vous allez mettre un couvercle dessus, bon, ça va être encore pire, hein, ça va exploser complètement. Donc une émotion quelle qu'elle soit, hein, la joie, la peur, la tristesse, pour qu'on se régule derrière, c'est pas en respirant au départ, hein, c'est vraiment en déchargeant et la respiration, elle vient après, une fois qu'on a déchargé pour finir de se réguler, on peut se mettre à respirer. Mais une fois qu'on est en pleine émotion, si on la décharge pas, juste se dire je vais respirer, non, ça ne marche pas. Donc passer par le corps. Pour ce troisième point, le parent qui arrive et qui voit l'autre parent dans le rouge, ne le rejoignez pas dans sa rage, dans sa colère. Faites le pas de côté. Au départ, vous n'êtes pas dysrégulé. Donc restez dans cette posture-là et apaisez les choses et prenez le relais sans dévaloriser le parent qui est dans le rouge parce que ça vous arrive aussi à d'autres moments. On a voilà, dans le couple, ça arrive à chacun, des 2 parents à un moment donné d'être dans le rouge et ce n'est pas être faible ou être un mauvais parent. Un point aussi que j'avais envie d'aborder avec vous, ne prenez pas le tunnel du soir comme le baromètre du couple. Le soir et parfois le matin aussi, ce sont des moments en fait où on est particulièrement sensible, où nos systèmes nerveux sont particulièrement dysrégulés parce qu'on a toute la fatigue accumulée de la journée. Donc on ne juge rien là-dessus, on ne tire aucune conclusion au sujet du couple là-dessus. Ce n'est pas un manque d'amour, un manque de solidarité, c'est un mélange de tout ce que j'ai dit précédemment dans l'épisode. Ne tirez pas de conclusion hâtive sur ces soirées. Pour résumer l'épisode, voici les 3 points que j'ai abordés. Premier point, ce qui se passe vraiment le soir, c'est le choc des énergies. Deuxième point, le choc des énergies, donc, c'est le haut de l'iceberg, mais quand on vient creuser et regarder le bas de l'iceberg, on va se rendre compte que ce qui se joue profondément, ce sont beaucoup des automatismes hérités de l'enfance. Et troisième point, j'ai évoqué quels sont les petits ajustements qui peuvent permettre que ça se passe mieux. En conclusion, ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que le soir, ce n'est absolument pas une histoire de compétences parentale. C'est une collision de systèmes internes, de charges mentales, d'attentes et de besoins contradictoires, mais légitimes de part et d'autre. Quand on comprend ce qui se joue, on arrête de se sentir coupable, on arrête d'en vouloir à l'autre, d'accuser l'autre, et on peut enfin s'ajuster, même un tout petit peu. Je ne vous demande pas si cet épisode vous a parlé, parce qu'en réalité, j'en suis quasiment persuadée. Cette petite phrase, je préfère quand mon conjoint n'est pas là, je sais pas, c'est quelque chose, je pense, d'assez universel. Et ce qui me revient, c'est qu'on en a parlé aussi plein de fois dans les dîners entre copines, là, à râler sur nos conjoints, à dire: «Ah là, mais il comprend rien, on dirait un étranger dans sa maison». Bon, donc venez me parler de votre expérience en commentaire, donc en commentant directement le podcast ou bien sûr sur Instagram en DM. Je suis toujours hyper contente de vous lire et faites écouter, cet épisode à votre partenaire, homme ou femme, parce que ça pourra ouvrir des discussions et peut-être vous pourrez faire passer, des messages qui sont pas forcément évidents à faire passer au quotidien parce qu'on est dans le tourbillon. On n'a pas la place pour réfléchir à tout ça, donc je me dis que ça pourra peut-être, être le point de départ d'une discussion utile, d'une discussion source de plus de sérénité dans votre foyer. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 10e épisode. À bientôt.